Pues buenos días, estamos aquí con Pierre Dardot, que ha venido a Zaragoza pues con ocasión de la presentación de su libro La memoria del futuro sobre Chile, y estamos haciendo una serie de actividades y bueno, pues vamos a aprovechar para charlar un poco con él sobre cuestiones de actualidad que nos parecen relevantes y que tienen que ver pues con toda la producción que Christian Laval y Pierre Dardot han hecho sobre el neoliberalismo. Los últimos textos que he podido leer tuyos, Pierre, hablas de una cuestión que me parece especialmente interesante, y es la consideración del neoliberalismo como un trampolín de la extrema derecha, mientras que en ocasiones se nos presenta precisamente desde una perspectiva contraria, ¿no? Como si el neoliberalismo fuera un freno, fuera una protección frente al avance de la extrema derecha. Sin embargo, en esos textos tú lo que argumentas es que se convierte en un trampolín, en un acicate, ¿no? ¿Por qué lo entiendes así? Bon, pour une raison très simple, c'est qu'en effet, l'extrême droite aujourd'hui est en position de prendre le pouvoir dans un certain nombre de pays, notamment en France, puisque Macron lui-même a envisagé pour la première fois la possibilité que ce soit Marine Le Pen et le Rassemblement national qui l'emportent aux prochaines présidentielles. Donc c'est pas rien de sa part de dire ça. Mais ce qu'il oublie de dire, évidemment, c'est que lui ne constitue pas un obstacle, un frein, mais au contraire un tremplin, parce qu'il alimente par sa politique tout le ressentiment des classes populaires contre le système, avec les guillemets qui s'imposent, parce que Marine Le Pen fait partie aussi du système. Mais elle détourne le ressentiment des classes populaires contre Macron, d'autant plus facilement que celui-ci accélère le rythme des réformes néolibérales. Alors c'est particulièrement le cas avec la réforme des retraites en France, puisque là on a un très bon exemple. C'est une réforme néolibérale parfaite, si je puis dire, parce que on est passé de 60 ans à 62 ans, maintenant on passe de 62 ans à 64 ans, et il y a eu une pression qui a été exercée par le grand patronat pour que cette réforme se fasse vite. Donc il faut bien comprendre la temporalité, puisque Macron arrive pour la première fois au pouvoir en 2017. Il temporise un petit peu sur la réforme des retraites en disant qu'il va la faire, mais sans la faire. Et puis on arrive au deuxième quinquennat, et là, il faut qu'il la fasse. Même s'il sait que ça va être très impopulaire, même s'il sait que ça va lui coûter politiquement et électoralement, il veut absolument mener à bien cette réforme parce qu'il considère que c'est son rôle politique, historiquement. Il l'a dit d'ailleurs, il l'a reconnu. Et donc il y a là quelque chose de très important à comprendre, parce que c'est vraiment le globalisme néolibéral qui alimente et nourrit le nationalisme. Le nationalisme n'aurait pas la force qu'il a aujourd'hui dans plusieurs pays, dont la France, si justement les politiques néolibérales n'étaient pas menées par les gouvernants eux-mêmes. Et donc c'est ce que je veux dire lorsque je dis que c'est un tremplin. Je pense que ce n'est pas seulement valable pour la France. Je pense que c'est valable pour beaucoup de pays, et que la politique, par exemple, des démocrates aux États-Unis a aussi constitué un tremplin pour faire monter Trump. Et donc il y a une façon pour le globalisme de nourrir et de contribuer au renforcement du nationalisme. Et ça, il faut bien en avoir conscience. Le nationalisme n'est pas opposé au néolibéralisme. Il ne fait pas une rupture avec le néolibéralisme. Il emprunte au néolibéralisme quelques éléments, et puis il ajoute un petit peu de protectionnisme, il ajoute un petit peu de conservatisme sur le plan sociétal, sur le plan culturel, mais ça n'est pas une rupture, ça n'est pas du tout une rupture. On le voit aujourd'hui, même avec, comment elle s'appelle, Meloni, en Italie. Meloni, c'est typique, parce que précisément, c'est quelqu'un qui se coule très facilement dans le cadre qui est celui du néolibéralisme à l'échelle de l'Europe, qui apparaît comme étant une bonne élève, même, mais qui en même temps se distingue parce qu'elle fait sur les migrants une politique extrêmement dure, comme jamais cela n'a été fait en Italie. Donc on voit très bien, elle est conservatrice sur le plan culturel, elle est très très anti-migrant,
avec des mesures draconiennes, extrêmement féroces, et qui font peu de cas de l'humanité de ces gens-là. Et puis, d'autre part, elle se montre une bonne élève quand il s'agit d'appliquer la politique économique qui est recommandée par l'Union européenne. Donc il y a les deux aspects qui sont combinés, ce qui fait qu'on a affaire à un phénomène politique un peu original. En plus, les formes de ce nationalisme diffèrent d'un pays à un autre. Donc on ne peut pas, par exemple, on ne peut pas dire Orban et Meloni, c'est exactement la même chose, parce que ce n'est pas vrai. Donc il faut être capable de différencier. Ce que montre justement le phénomène de la montée du nationalisme en Europe, dans le monde, mais en Europe particulièrement, c'est justement cette nécessité pour la stratégie de différencier entre les différentes situations et de voir à quel type d'adversaire on a affaire. C'est absolument indispensable. Pero al mismo tiempo es curioso porque ese nacionalismo que parecería proteger a las poblaciones de la propia sociedad, sin embargo hay otro elemento que vosotros planteáis, y ahora me refiero no solamente a ti, sino también a Christian o a Pierre Sauvetre, que es la idea del neoliberalismo como una guerra civil contra la propia sociedad, ¿no? Algo que me parece tremendamente potente, en la medida en lo que nos está hablando es que esta idea que siempre se nos ha trasladado de que los gobiernos son gobiernos dirigidos al conjunto de la sociedad, al conjunto del país, y sin embargo lo que estáis denunciando es que, por ejemplo, las políticas de Macron son políticas dirigidas directamente contra su propia población. Ça, c'est une idée qui est en effet très importante et qui nous tient à cœur, parce que nous nous sommes beaucoup inspirés d'un cours de Foucault au Collège de France, qui est un cours consacré à la société punitive. C'est 1974-1975, et il est question du concept de guerre civile. Il y a une réactivation et une réélaboration du concept de guerre civile dans ces leçons. Et ça nous a paru très intéressant parce que d'habitude, quand on parle de guerre civile, on parle d'une confrontation armée entre deux camps à l'intérieur d'une même nation ou d'un même État. Et évidemment, ce n'est pas une guerre civile dans ce sens-là. Ce n'est pas une guerre civile au sens classique, traditionnel du terme. Mais c'est une guerre civile quand même parce que cette guerre civile est menée par les gouvernements. Donc ce n'est pas une guerre civile au sens où il y aurait deux camps qui s'affronteraient sur un terrain bien dégagé, avec, disons, une confrontation directe, une sorte de face-à-face, comme ça. Non, il faut renoncer à cette idée de la guerre civile, qui est une idée très classique. Mais, bon, par exemple, je ne sais pas moi, la guerre de sécession aux États-Unis, même si les gens qui ont pris d'assaut le Capitole à l'instigation de Trump se sont réclamés de la guerre de sécession. Ils avaient les drapeaux de la guerre de sécession. Mais ce n'était pas la guerre civile au sens comme ça de deux armées. Et je pense que c'est un phénomène qui est maintenant assez généralisé. C'est-à-dire que le pouvoir ne se constitue que dans cette guerre qu'il mène contre sa propre population. Et quand je dis sa propre population, c'est les fractions les plus déshéritées, les plus désemparées, les plus pauvres, celles qui ont le moins de protection. C'est les premières victimes de cette guerre menée par les gouvernants. Et il y a en effet dans le mouvement en France contre la réforme des retraites de Macron, c'est un mot d'ordre et c'est plus que ça. C'était presque chanté par les manifestants, c'était l'idée que Macron, tu nous fais la guerre. Macron, tu nous fais la guerre. C'est remarquable, parce que là, il y a une intelligence de la part, une intelligence collective de la part des manifestants, du fait que c'est Macron qui fait la guerre. C'est pas symétrique, justement, c'est en ce sens-là que c'est pas du tout le schéma de la guerre civile classique. C'est Macron qui est à l'initiative de cette guerre. Il prend l'initiative de la réforme des retraites. Il sait ce que ça va coûter à des couches populaires extrêmement pauvres, désemparées, démunies, mais il le fait parce que c'est un mandat, parce qu'il estime qu'il est investi d'un mandat. Il doit absolument le faire. Les patrons, le grand patronat lui demandent de le faire, et lui-même en est convaincu. Il est convaincu de cette nécessité. Donc, il y a là quelque chose de très important sur la notion de guerre civile, parce que quand on s'interroge sur le néolibéralisme et quand on se demande mais qu'est-ce qui fait l'unité du néolibéralisme, parfois on peut avoir des doutes, parce que si on regarde les doctrines,
à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une doctrine néolibérale partagée par tout le monde. Il y a le monétarisme de Friedman, il y a l'ordolibéralisme avec l'économie sociale de marché, il y a Hayek, ce qui représente une autre version. Donc quand on regarde tout ça, on se dit, mais finalement, Thatcher se réclamait en 1980, elle se réclamait de Hayek de manière très très ouverte. Dans la Chambre des communes, elle a recommandé aux députés de lire la Constitution de la liberté de Hayek, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc il y a vraiment des références, mais ce sont des références doctrinales qui sont instrumentalisées dans la situation définie, qui est celle d'un gouvernement néolibéral dans un pays donné. Il peut être utile de faire référence à telle doctrine plutôt qu'à telle autre. Donc c'est pas ça, c'est pas une unité doctrinale, c'est une unité de stratégie. Et l'unité de stratégie, ça c'est Foucault qui nous permet de comprendre ça. C'est l'idée que finalement on doit identifier un ennemi, désigner telle ou telle fraction de la population comme un ennemi, et puis prendre des mesures en conséquence, c'est-à-dire attiser, tourner, en quelque sorte, attiser le mécontentement en dirigeant ce mécontentement vers ces couches-là de la population. Et bon, ça c'est effectivement quelque chose que Macron fait assez bien, avec des expressions. L'ennemi intérieur, il se trouve désigné, ça Foucault le montre bien, il se trouve désigné de multiples manières. Ça peut être ce qu'on dit avec Christian, Pierre Sauvêtre, Aude Guéguen, c'est qu'en fait, il y a une identification première. Le néolibéralisme a toujours considéré qu'il y avait des ennemis civilisationnels. Le syndicalisme, l'État-providence, l'État social, le socialisme, le marxisme, etc. Mais ça se décline de façon différenciée en fonction des situations. Et là, on voit avec Macron une surenchère, c'est-à-dire que vraiment il y a une inflation de termes, d'expressions pour désigner à chaque fois l'ennemi. Donc ça peut être la théorie du genre, ça peut être autre chose, ça peut être le communautarisme, ça peut être voilà, exactement, l'islamo-gauchisme. Ah oui, ça, c'est frappant en effet, l'islamo-gauchisme. Ça a été dirigé particulièrement contre l'université. Donc c'était l'université qui était attaquée. Mais à chaque fois, il n'est pas à court d'inventivité, Macron. Les néolibéraux sont très inventifs quand il s'agit justement de désigner l'ennemi. Et c'est une identification en quelque sorte. Il y a l'ennemi civilisationnel et ils font rentrer dans la catégorie de l'ennemi civilisationnel des ennemis circonstanciels. Par exemple, dans telle situation, voilà, il y a l'islamo-gauchisme. Mais l'islamo-gauchisme, c'est une figure de l'ennemi civilisationnel. De la même manière que pour Piñera, le président Piñera en 2019, il y a un ennemi civilisationnel, mais là, il y a les barbares de l'intérieur, qui sont en réalité des jeunes de 15 à 20 ans, qui envahissent les stations de métro. Et quand ils n'arrivent pas à désigner l'ennemi qui est l'ennemi circonstanciel, pour le faire entrer dans la catégorie de l'ennemi civilisationnel, à ce moment-là, leur discours perd toute crédibilité. Donc c'est la raison pour laquelle ils essaient à chaque fois de réinventer des noms, de réinventer des cibles. Voilà. Ce qui est important, c'est le fait de réinventer à chaque fois des cibles. Voilà. Bueno, en este país tenemos experiencia de lo que supone ser derrotados en una guerra civil, ¿no? Aunque fuera una guerra civil de otro tipo, pero realmente lo que viene después de una derrota es una situación terrible. Digo esto porque yo tengo la sensación de que hemos vivido o estamos viviendo una etapa en la que hubo un momento en el que parecía que podíamos asaltar los cielos, como se dijo en algún momento, ¿no? Lo que supuso el 15M en España, sí. La Nuit debout en Francia, tantos movimientos de plazas, de calles, que parecían alumbrar ciertas esperanzas, el proceso constituyente también en Chile, y sin embargo vemos cómo todos estos procesos acaban de una u otra manera en fracaso, y nos encontramos ahí inmediatamente una extrema derecha inmediatamente atenta para ocupar ese lugar que el desencanto deja abierto y que recoge las frustraciones sociales y las encamina hacia lo más perverso de la política, ¿no? ¿Cómo ves esa situación?
Bon, les situations là aussi diffèrent un petit peu parce que la violence de la réaction de l'extrême droite est liée à la façon dont les mouvements sociaux se sont affirmés, se sont étendus, ont manifesté leur puissance. Et plus ces mouvements sociaux ont fait preuve de leur puissance collective à l'échelle nationale, plus la réaction a été violente. Bon. Alors le 15M, c'est un cas un peu particulier parce que le 15M, on a eu une traduction en termes de parti politique, mais ce n'est pas une traduction au sens où il n'y a pas de continuité directe entre le 15M et par exemple la constitution d'un parti comme Podemos. Mais néanmoins, il y a eu, à partir de 2015, de 2011, il y a comment dirais-je, le mouvement donc, des places en Espagne, le 15M. Ensuite, il y a 2015, il y a Podemos qui se présente pour la première fois dans les élections et qui remporte un succès assez important. Donc ça n'a pas été immédiat, contrairement au Chili, je vais y revenir. Il y a dans la temporalité de la réaction et de l'extrême droite, il y a une différence qui doit être prise en compte. Bon. Mais c'est vrai, il y a eu à ce moment-là la percée de Vox en Andalousie, qui a été quelque chose, pour moi, une surprise. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Et donc la première fois, je ne sais plus combien ils ont recueilli, quelque chose comme 7 ou 8%, déjà c'était extrêmement surprenant. Et puis ensuite, ça n'a fait que progresser. Oui. Ça n'a fait que progresser. Donc, alors là, je pense qu'il y a autre chose. Il y a quelque chose que tu connais bien, qui est lié à la mémoire de la guerre civile dont tu as parlé. Parce que là, c'est une situation assez particulière. Hein. De la même manière qu'en France, on va y revenir, mais il y a aussi la mémoire de la guerre d'Algérie qui joue. Bon, il n'y a pas eu de guerre civile au sens espagnol du terme, hein, mais il y a la mémoire de ce qui s'est passé avec l'Algérie. C'est aussi une blessure qui ne s'est pas refermée dans la mémoire collective. Mais en Espagne, il y a le fait que comment dirais-je, l'héritage du franquisme n'a pas été soldé, hein, comme on dit. Bon. Et ça joue beaucoup. Parce que ça a permis ensuite à des gens comme Vox de s'emparer de cet héritage, de le revendiquer fièrement, et puis de s'affirmer comme une solution, comme une forme de recours. En disant, bah, maintenant vous avez vu, ils ont tous échoué lamentablement, finalement, même le Parti populaire, depuis Aznar jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas à la hauteur. Donc il n'y a que nous qui puissions être à la hauteur. Mais Aznar, c'était très réactionnaire et aussi, le rapport au franquisme était plutôt ambigu. Mais Vox, c'est pire, parce qu'on est dans la revendication ouverte. C'est-à-dire que c'est vraiment une formation politique qui se revendique de l'héritage du franquisme et qui dit que le franquisme, c'était quelque chose de bien, finalement. Bon, il y a peut-être quelques... Bon, et encore, ils disent même pas, il y a peut-être eu quelques erreurs. Donc et Meloni, en Italie, c'est assez comparable sur ce plan-là. Donc on voit les formes de réactivation d'une mémoire collective enfouie, qui était un peu, comment dirais-je, pas effacée, mais un peu à l'arrière-plan, qui ne venait pas comme ça au premier plan. Et eux, ils la font revenir au premier plan. Et donc Vox se réclame ouvertement de l'héritage du franquisme, de la même manière que Meloni, très prudemment, à la différence de Vox, se réclame d'un certain héritage de Mussolini, peut-être pas aussi ouvertement que quand elle était une militante d'extrême droite dans sa jeunesse. Mais néanmoins, il y a un certain nombre d'aspects dans l'héritage de Mussolini qu'elle n'hésite pas à reprendre à son compte. Mais elle dit que c'est quelque chose de nouveau, bien sûr. Donc il faut faire attention aussi avec l'utilisation du terme de fascisme ou de néofascisme, parce qu'il y a effectivement des composantes néofascistes, y compris dans le discours, dans la posture, dans l'attitude, dans la politique, mais on ne peut pas réduire cette extrême droite, cette nouvelle extrême droite, qui est amenée à composer avec la rationalité néolibérale, qui, encore une fois, n'est pas du tout en rupture avec la rationalité néolibérale. Mais elle le fait dans une relation qui est un peu une relation, comment dirais-je, distanciée à l'égard de phénomènes qui ont pu avoir lieu dans le passé.
Le cas de Vox, c'est assez spécial, parce que ce n'est pas du tout ça, au contraire, ils assument directement. Mélanie, c'est de façon plus discrète, plus sélective. Marine Le Pen, c'est d'une manière plus sélective aussi. Donc il faut être capable comme ça de voir la différence entre les formes. Hein. Par exemple, la Lega en Italie de Salvini, c'était autre chose que Mélanie. Bon, et pourtant, bon, on peut dire c'est l'extrême droite, oui, mais c'est un peu paresseux intellectuellement et politiquement. Et si on dit uniquement ça, ça désarme. Il faut être capable d'entrer dans le détail pour fonder une stratégie. Sinon, la gauche risque d'être perdante parce qu'elle va pratiquer l'amalgame sans arrêt. C'est les fascistes, ok. Bon, on peut toujours se rassurer comme ça. Bon. Mais je pense qu'il faut dépasser ce stade-là. Il faut aller beaucoup plus loin. No me gustaría acabar la entrevista con un aire pesimista y con estas referencias a lo más oscuro de nuestra política, que es la extrema derecha, ¿no? Yo coincido plenamente contigo en la idea de que la política tiene que ser una política ajustada al momento concreto, a las características concretas del enemigo, digámoslo claramente, del enemigo. Que no valen los brochazos ni las descripciones genéricas, hay que entrar a lo concreto. Y me gustaría que acabáramos esta pequeña conversación. Bueno, hablabas de estrategias de la izquierda. ¿Qué estrategias piensas tú que se pueden tomar desde la izquierda para confrontar con lo que nos estamos encontrando en estos momentos? La stratégie doit être bien sûr différenciée. Comme tu l'as dit, ça suppose une analyse précise des positions occupées par l'ennemi et de la stratégie aussi de l'ennemi. Parce qu'on s'aperçoit que ce qui est remis en cause d'une manière extrêmement directe et brutale par toutes ces formations, qu'elles soient d'ailleurs des formations d'extrême droite ouvertement assumées ou plus discrètes dans la revendication de leur héritage, ce qui est quand même assez frappant, c'est de constater que c'est la notion d'égalité qui se trouve directement visée. Alors ça, c'est très important à comprendre. La stratégie, il ne faut pas du tout que la gauche hésite à revendiquer ouvertement cette notion d'égalité. Le pire qui puisse lui arriver, c'est de renier, comme ça a été le cas pour la gauche néolibérale. La gauche néolibérale, celle de Tony Blair, celle de Gerhard Schröder, celle de González, de Filipe González en Espagne, ce sont des gens qui ont repris à leur compte tous les thèmes du néolibéralisme. Donc c'est pour ça que je parle de gauche néolibérale. Je me souviens que dans l'entretien, c'était avec... c'était quel journal? C'était El País, quand j'ai été interviewé il y a 1 an et demi, quand je suis venu à Madrid. Bon, et là, j'avais surpris la journaliste quand elle me demandait « mais qu'est-ce que vous pensez de la social-démocratie, etc. » Mais je dis « de quoi vous parlez? Si vous parlez de González, si vous parlez de Tony Blair, c'est pas la social-démocratie. Ça n'a rien à voir avec la social-démocratie. » Et là, les gens ne comprennent pas parce que les formations de ce type-là se réclament souvent de la social-démocratie. Mais ce n'est pas parce qu'elles se réclament de la social-démocratie qu'elles sont encore social-démocrates. Voilà, il faut faire la différence. Donc de ce point de vue-là, il y a une façon pour la gauche d'assumer cette bannière de l'égalité. Tout dépend de la manière dont on comprend cette notion d'égalité. C'est-à-dire, si on comprend ça, par exemple Schröder, c'était ça, ou Tony Blair, si on comprend ça au sens de l'égalité des chances, on se situe sur le terrain du néolibéralisme. Et donc à ce moment-là, on est perdant. Parce que les néolibéraux diront « Ah oui, mais nous ne sommes peut-être pas d'accord avec l'interprétation que vous donnez de cette notion d'égalité des chances. Qu'est-ce qu'on entend par chance ?» Et les gens de gauche, entre guillemets, diront « Il faut qu'il y ait certaines conditions qui soient réunies pour que les chances soient bien réelles. » Et la dispute va avoir lieu sur ce terrain. Qu'est-ce qui fait l'égalité des chances? Non, il faut répondre de manière très directe que cette égalité-là, c'est une égalité réelle, c'est une égalité substantielle, ce n'est pas une égalité des chances. Et à cet égard, il y a une différence très très nette qui a été soulignée, à mon avis, très justement, par les délégués, les délégados qui ont œuvré à l'intérieur de la Convention constitutionnelle chilienne. Parce qu'ils ont mis l'accent sur l'égalité réelle, sur l'égalité substantielle. Ils ont dit qu'il ne suffit pas d'affirmer l'égalité des droits. L'égalité des droits, bon,
c'est quelque chose de très ancien, mais il ne faut pas, bien sûr, renier l'égalité des droits. Il faut considérer que l'affirmation de l'égalité des droits, l'affirmation formelle de l'égalité des droits ne suffit pas, que la gauche ne peut pas se contenter de ça. Il faut qu'elle aille plus loin. Donc égalité substantielle ou égalité réelle, ça concernait par exemple, du point de vue de la Convention constitutionnelle chilienne, les relations entre les sexes, entre les femmes et les hommes, puisqu'il y a eu une parité qui a été affirmée, mais sur la base de l'égalité substantielle. C'est-à-dire qu'on considérait justement qu'il y avait un minimum qui était 50% de femmes, mais que ça n'était pas un maximum, et qu'on pouvait aller jusqu'à 60%, que peu importe, c'est le résultat des élections qui trancherait. Ça, c'est très important, parce qu'il y a quand même, pour toutes ces questions relatives à l'égalité, à prendre en compte la situation historique qui a été créée par l'État-nation, par l'État-nation qui souvent était un État colonial, qui sont des situations d'injustice historique. Alors, c'est le cas, alors c'était le cas pour les femmes dans la Convention constitutionnelle chilienne, c'était aussi le cas des peuples autochtones. C'était le cas des Mapuches, c'était le cas des autres peuples autochtones. Et je crois que c'est assez important que cette revendication, cette prise en charge, finalement, d'une dette historique de reconnaissance à l'égard des gens qui ont souffert, soit des oublis, soit de la politique d'agression menée par l'État, que tout ça soit vraiment reconnu, que tout ça soit vraiment pris en charge par la gauche. Sinon, il n'y aura absolument aucune sortie. Donc, il ne s'agit pas de réaffirmer simplement les thèmes traditionnels de la gauche. Parce que ça, j'entends l'objection. Bon, si vous vous contentez de ça, à quoi ça va aboutir? C'est une vieille notion dépassée, etc. Non, justement, le cas du Chili montre qu'on peut être inventif politiquement en prenant en charge cette notion de l'égalité, mais en lui donnant un contenu qui est nouveau. Et c'est précisément ce que la gauche doit être capable de faire en Europe. Donc la leçon du Chili vaut au-delà du Chili pour toute la gauche européenne et même mondiale. Bueno, se ha acabado diciendo un concepto que a mí inmediatamente me ha recordado a Castoriadis, es que es la invención, ¿no? Sí. Y creo que eso es lo que tenemos que acabar reivindicando aquí, ¿no? La capacidad de inventar, de imaginar una sociedad nueva, y que ese es el empeño en el que debe centrarse la izquierda. Bueno, Pierre, muchísimas gracias por la entrevista y encantado. Encantado.